Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous parler du Qatargate. Alors dans Qatargate, il y a gate, et gate, comme vous le savez en anglais, c'est la porte. Il y avait donc une porte entre le Qatar et le Parlement européen. Et ce que je vais vous expliquer, c'est qui a ouvert cette porte, comment elle a été ouverte et pourquoi il s'agit clairement d'une affaire de corruption criminelle. Le 8 mars, la Cour d'appel de Bruxelles rendra sa décision dans la demande de récusation du juge Michel Claes qui instruit le dossier de corruption dit du Qatargate. Je vous expliquerai dans quelques minutes d'où vient cette demande de récusation et pourquoi elle a été formulée par la défense du député belge Marc Tarabella. Mais avant toute chose, il faut revenir un peu en arrière pour se rappeler ce qu'est le Qatargate. C'est au début 2022 que plusieurs services de renseignement européens sont alertés sur la possibilité qu'existe autour du Parlement européen une espèce de centrale de corruption qui achèterait des appuis et des votes en faveur de pays étrangers auprès de parlementaires européens. La Sûreté de l'État se saisit du dossier. Elle demande l'autorisation d'utiliser des méthodes spéciales d'investigation. Alors, les méthodes spéciales d'investigation, c'est quoi? C'est par exemple, pour la Sûreté, la possibilité d'entrer secrètement, clandestinement, dans une habitation ou un bureau, d'y placer des micros ou des caméras. C'est la possibilité de procéder à des écoutes téléphoniques ou c'est la possibilité d'organiser des filatures, des prises de photos, etc. Donc, la Sûreté de l'État obtient cette possibilité d'utiliser les méthodes particulières d'investigation et elle va entrer chez un suspect, clandestinement, je le rappelle, et je le répète, elle va entrer chez un suspect qui s'appelle Pier Antonio Panzeri, qui est un ancien parlementaire socialiste italien du Parlement européen et qui est suspecté d'être à la tête de cette centrale corruptive, de cette réelle usine à pognon qui inondait ou qui serait censée inonder le Parlement européen. Donc, les agents de la Sûreté entrent dans les bâtiments, placent des caméras, secrètement et très discrètement, bien sûr, un appareil de type un peu James Bond, fouillent l'appartement, trouvent sous un lit, par exemple, une valise remplie d'argent, ce qui est déjà un bon début, qui appâte les enquêteurs, et puis se retirent et filment. Et par exemple, sur ces films, ils auront la surprise, agréable surprise pour des enquêteurs, de voir Pier Antonio Panzeri compter des liasses de billets, des liasses assez importantes, puisque, je vous le dirai tout à l'heure, mais on a trouvé quand même pas mal de fric dans cette affaire. L'affaire prend une telle consistance, le dossier devient tellement important que la Sûreté de l'État demande à ce qu'il soit transmis, enfin le transmet à la justice, au parquet de Bruxelles pour être précis, et le juge Michel Claes est désigné pour enquêter sur cette affaire. À ce moment-là, déjà, plusieurs personnes sont identifiées. Pier Antonio Panzeri, qui est la tête apparemment de ce complot corruptif. Son adjoint, Francesco Giorgi, qui est son ancien assistant parlementaire, qui est devenu un peu le trésorier de la bande. C'est lui qui répartit l'argent entre les parlementaires. La compagne de Giorgi, Eva Kaili, qui est quand même vice-présidente du Parlement européen, Marc Tarabella, député belge, et quelques autres. Il va y avoir à ce moment-là d'autres écoutes, d'autres surveillances, mais qui cette fois-ci sont strictement judiciaires. Et autre excellente surprise, en novembre 2022, par exemple, les enquêteurs de Michel Claes vont assister de loin à une réunion entre l'entourage du ministre du Travail du Qatar et Panzeri et ses associés dans un grand hôtel de l'avenue Louise. Et ils notent, avec un humour involontaire, qu'un des participants belges à cette réunion porte à son entrée dans la chambre, dans la suite occupée par les Qataris, porte une serviette et que quand il en ressort 2 heures plus tard, la serviette est nettement plus gonflée, dit le procès-verbal d'observation. Et puis quelques jours plus tard, divine surprise, ils font une écoute téléphonique sur Panzeri. Ça se passe pendant une session, un hearing de la Commission des droits de l'homme au Parlement européen. Le ministre du Travail du Qatar est interrogé et à un moment donné, Panzeri, qui n'est pas dans la salle, téléphone à son adjoint, Francesco Giorgi, pour rappel, et lui dit, et les deux se disent qu'un député belge qui est présent dans la salle, Marc Tarabella, devrait peut-être poser une question. Eh bien, 2 minutes plus tard, Marc Tarabella pose la question et la pose exactement dans les termes que les enquêteurs ont entendus dans la conversation téléphonique entre Panzeri et Giorgi. Évidemment, ils se frottent les mains, les choses vont très bien, elles vont tellement bien que le 9 décembre, c'est le début public de cette affaire du Qatargate.
Donc, comme je le disais, le 9 décembre, c'est le début public de l'affaire du Qatargate. Les enquêteurs du juge Claes se livrent à 16 perquisitions, interpellent 9 personnes, les ramènent dans leur bureau et commencent à les interroger. L'une de ces personnes, Francesco Giorgi, est donc le compagnon d'Eva Kaili, la vice-présidente du Parlement européen, et il a été arrêté à la sortie de son appartement parce que comme Eva Kaili est protégée par l'immunité diplomatique, évidemment la police ne peut pas pénétrer chez elle, donc il a été cueilli à la sortie du domicile conjugal, disons, et ramené à la police. Et très vite, ces gens, et surtout Panzeri, le chef du réseau, et Giorgi, son adjoint, ces gens qui sont des corrompus et des corrupteurs, mais qui sont manifestement pas des seigneurs du crime, on n'est pas en face d'Al Capone, ces gens se mettent à table presque immédiatement. Ils commencent à raconter beaucoup de choses. Et les choses qu'ils racontent permettent à la police de se livrer à une opération assez spectaculaire. Ils interpellent en début d'après-midi le père d'Eva Kaili, qui est en train de quitter un grand hôtel de la place Jourdan, tout près du Parlement européen à Bruxelles. L'homme est porteur d'une valise, il allait prendre un taxi pour l'aéroport, et dans cette valise, on trouve des centaines de milliers d'euros. Ah, là, on a un flagrant délit, père d'Eva Kaili, vice-présidente du Parlement européen, avec une valise d'argent dont on pense qu'elle vient de chez Eva Kaili. Donc, le flagrant délit annule l'immunité parlementaire. Une perquisition est menée au domicile d'Eva Kaili et de Francesco Giorgi. Et là, on trouve à nouveau 150 000 ou 200 000 euros. Dans la soirée, tout ce petit monde se trouve en garde à vue et 2 jours plus tard, ils se retrouvent tous, donc Pier Antonio Panzeri, Francesco Giorgi, la vice-présidente Eva Kaili et une 4e personne, ils se retrouvent tous en détention préventive. Et là, l'enquête va évidemment se développer. On commence par identifier les principaux corrupteurs, enfin pas les agents corrupteurs, mais ceux qui ont demandé cette corruption, ceux au nom duquel et au profit duquel la corruption a été réalisée. Et on identifie très rapidement d'abord le Qatar, c'était déjà fait, mais aussi le Maroc et la Mauritanie, chacun ayant des dossiers assez délicats à défendre au Parlement européen. L'enquête se poursuit, on commence à citer d'autres noms et on cite de manière très intensive, entre autres, le nom de Marc Tarabella, eurodéputé belge, qui dès les premières heures de la garde à vue de Panzeri a été désigné par celui-ci comme étant un homme qui aurait reçu entre 150 et 200 000 euros. Dixit Panzeri. Mais Marc Tarabella est encore sous le bénéfice de l'immunité parlementaire. On ne peut donc ni le perquisitionner ni l'interroger. Le juge Claes demande la levée de l'immunité parlementaire et celle d'un autre parlementaire, un Italien, le socialiste Andrea Cozzolino, ce qui est fait en janvier. Et c'est en janvier également, le 17 janvier, que Panzeri signe un accord avec le parquet, devient un repenti, comme les repentis de la mafia en Italie à la bonne époque, et accepte de plaider coupable, le marché étant qu'en échange d'informations et de renseignements complets, d'aveux complets, à la fois sur les corrupteurs, sur les corrompus et sur ceux qui ont été les commanditaires de cette corruption, donc sans détail et sans mettre un détail et sans aucun mensonge, il n'aura qu'une peine de 5 ans de prison dont il n'effectuera qu'une année réellement ferme derrière les barreaux. Et j'en viens à cette fameuse demande de récusation du juge Michel Claes, parce qu'elle tourne en fait autour de Panzeri, des aveux de Panzeri et du mandat d'arrêt qu'a rédigé Michel Claes à charge de Marc Tarabella quand il l'a fini par le faire interpeller puis qu'il l'a fait placer en détention. Dans son mandat d'arrêt, le juge Claes aurait, selon les avocats de Marc Tarabella, manqué d'objectivité. Or, le juge d'instruction doit être neutre, instruire à charge et à décharge et ne peut pas avoir d'idée préconçue sur la culpabilité des suspects qu'il a en face de lui. Or, ce que disent les avocats de Marc Tarabella, c'est qu'en rédigeant son mandat d'arrêt au conditionnel présent, c'est-à-dire en disant par exemple Marc Tarabella a touché 150 000 à 200 000 euros au dire de M. Panzeri, il aurait dû dire aurait touché. Alors c'est un peu de la sémantique, c'est de la grammaire, c'est de la syntaxe, mais en droit c'est important, c'est sur ça, sur ces mots, sur cette manière de rédiger le procès verbal, en se basant en plus exclusivement sur les aveux de Panzeri, qui est un repenti et qui a avoué être lui un criminel donc. C'est pour ça que les avocats de Marc Tarabella demandent la récusation du juge Michel Claes. Bien entendu, le juge Claes a refusé de se soumettre, il a refusé de se récuser lui-même, il aurait pu le faire. Il avait
2 jours ou 3 jours pleins pour le faire. Comme il ne l'a pas fait, c'est la Cour d'appel de Bruxelles qui a été saisie. Elle rendra donc son avis le 8 mars. Si elle donne droit à la demande de récusation, Michel Claes sera remplacé par un autre juge qui devra se familiariser avec un dossier qui compte déjà quand même quelques milliers de pages et qui est un dossier complexe. Donc ce sera une perte de temps pour l'instruction, mais ça c'est la loi, c'est le droit. En revanche, s'il n'est pas récusé, la défense de Tarabella pourra éventuellement aller en cassation, et si la cassation confirme que le juge Michel Claes n'est pas récusé, et bien à ce moment-là, il suffira qu'il reprenne l'instruction dont il a dû quand même s'écarter pendant les semaines qui ont suivi sa demande de récusation. Alors que se passera-t-il dans l'avenir, quel que soit le juge qui soit en charge, Michel Claes ou son remplaçant? Eh bien, ce qui se passera, c'est que l'enquête va continuer et que donc on va aller vers l'identification de nouveaux potentiels clients de l'affaire du groupe Panzeri. À ce propos, d'ailleurs, j'ai trouvé une pièce intéressante qui remonte à avant les activités actuelles. Donc, c'est une affaire qui pourrait éventuellement, s'il s'avère être connexe, mais qui est intéressante. Entre 2017 et 2019, alors qu'il était encore parlementaire européen, Pierre Antonio Panzeri a défendu un oligarque kazakh, Mukhtar Ablyazov, qui a été depuis condamné de multiples fois dans différents pays pour avoir détourné des milliards de dollars au Kazakhstan. Ablyazov est défendu par une ONG basée à Bruxelles, l'Open Dialogue Foundation, qui défend les droits de l'homme, mais qui défend aussi assez curieusement toute une série d'oligarques d'Europe de l'Est, qu'ils soient russes ou qu'ils soient de l'ex-Union soviétique, plutôt qu'ils soient russes ou qu'ils soient en l'occurrence kazakhs comme Ablyazov. Et il existe des photographies, entre autres représentant Panzeri, Ablyazov et Ludmila Kozlovska, la directrice de cette ONG, au Parlement européen à Strasbourg en 2017. Sachant que Panzeri est aujourd'hui incorrompu, on peut se poser la question, est-ce qu'il n'était pas déjà incorrompu quand il était parlementaire européen? Mais ça, c'est une question sur laquelle la justice aura éventuellement à se pencher si cette piste d'une corruption d'un oligarque kazakh possible se vérifie. En attendant, vous me demanderez pourquoi faire tout ce bruit autour de cette affaire du Qatargate. Les institutions européennes, je sais, ont mauvaise presse, on les taxe d'incompétence ou au contraire d'être dictatoriales, voire d'être corrompues. Mais d'abord, il faut très clairement le dire, les institutions européennes ne sont pas corrompues, elles fonctionnent le mieux possible. Mais le cœur de la démocratie européenne, c'est le Parlement européen. Et que des puissances étrangères ou des individus puissent penser qu'ils peuvent influer sur les décisions du Parlement européen, donc sur le cœur battant de la démocratie européenne, en achetant des votes, c'est simplement inacceptable. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de lâcher un pouce bleu pour liker cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la clochette pour être notifié des prochaines vidéos. Laissez-nous vos commentaires, nous adorons ça, surtout quand ils sont courtois et quand ils sont cool. Et bien entendu, partagez cette vidéo.